baisser les prix. Oui, en renonçant aux dépenses somptuaires et à l'efficacité économique nulle, pour pouvoir se consacrer plus à de l'économie, comme on parlait de Sakhoulom, c'était ça en fait la substance. Dépenser là où il y a une efficacité économique réelle et là où il y a du social. Qu'appelez-vous je donne un exemple. Dépenses somptuaires. Je donne un exemple. Oui. Économiquement, ça ne fait aucun sens de faire le stade qu'on va inaugurer. Je sais que beaucoup vont m'en vouloir. Du Sénégal à Diamniadio. Oui, je sais que beaucoup m'en vouloir. Il a coûté 150 milliards à peu oui, près. Oui. Ce stade ne sera jamais rempli ou sera rempli qu'à quelques rares occasions. Il faudra le maintenir. Pour le maintenir, on va prendre des recettes budgétaires, puisqu'il faudra entretenir le stade, le nettoyer, l'éclairer, etc., etc. Et il n'y aura pas de recettes propres au stade qui vont pouvoir supporter son entretien et rembourser la dette. Et comment on va se retrouver avec les 155 milliards plus les intérêts qui vont être payés sur 10, 15, 20 ans, qui vont aller se retrouver dans le service de la dette, augmenter les 870 milliards de service de la dette. Pareil pour Dakar Arena. Vous avez vu combien de fois le Dakar Arena a été utilisé pendant ces 4-5 dernières années, surtout durant la période du Covid? Ça veut dire qu'on a des infrastructures sportives, il nous faut des infrastructures sportives, il nous faut des stades dignes de ce nom. Mais on a Léopold Sédar Senghor qui est pratiquement à l'abandon, non homologué par la CAF. Et qui va être réfectionné à hauteur de 20 milliards. Mais pourquoi on n'arrive pas à le réfectionner régulièrement, à l'entretenir régulièrement comme tous les autres stades, comme toute infrastructure? Parce qu'il n'y a pas de recette. Parce que quand il y a un match de football régulier, il y a 3000 spectateurs. Donc, dans ces conditions, où on manque de lycées, où on manque d'universités, on manque d'hôpitaux, où on manque de suffisamment de véhicules pour assurer la sécurité du pays, je pense que cette dépense-là devrait être reléguée, ou par exemple, même pour les sportifs qui vont m'en vouloir, parce que j'ai évoqué ce sujet, quand un sportif est blessé dans ce pays, ou n'importe quel citoyen, vous voulez l'opérer du pied ou autre, il y a très peu d'infrastructures disponibles. Récemment, j'ai eu un ami qui était blessé, il est allé au CTO, mais il n'y a qu'un fauteuil, il a fait la queue pendant 10 jours. Voilà la situation de précarité dans laquelle on se trouve et qu'il faut régler. Alors, il y a un paradoxe qu'on peut relever dans le contexte de hausse des prix de denrées. Le président de la République a quand même donné des instructions à son gouvernement pour aller dans le sens d'une baisse des prix. Comment associer les deux? Hausse, baisse. J'étais membre du gouvernement lors des premières années de l'alternance en 2012. La question essentielle à l'époque, c'était comment assurer les baisses des prix. On réunissait les importateurs, etc. Et la seule solution viable, c'était qu'on réussisse à produire à des prix très compétitifs. Ou alors, économiquement, qu'on puisse avoir d'autres recettes qui nous permettent de financer, comme le font certains pays qui sont assez riches. On n'est ni dans l'un des cas, ni dans l'autre des cas. Donc, on n'a aucune marge, en fait. Le gouvernement va beau faire de la gesticulation, mais in fine, si le président continue à avoir son train de vie, 8 milliards de caisses quand même noires, un avion somptueux. Ils ont des fonds. Oui, de fonds politiques, mais c'est ça. De fonds politiques ou fonds spéciaux. Et beaucoup d'institutions qui ont ce genre de fonds. Vous allez dans des pays qui sont beaucoup plus puissants que nous, qui sont plus riches que nous, le président n'a pas de tels